8h11, vous écoutez, c'est KIA, oui, Québec Réveil, l'émission du lundi 14 octobre, Action de grâce. Nous ne sommes pas en congé, mais peut-être l'êtes-vous, peut-être que vous nous écoutez ou vous nous regardez en prenant votre café tranquillement, pas vite, ça fait du bien des fois de prendre le temps. Je suis en compagnie de plusieurs personnes, bien sûr, nos candidats pour les élections fédérales de la circonscription Beauport-Limoilou sont avec nous et je leur ai proposé de rester pour écouter et réagir à la chronique qui est bimensuelle de Gabrielle Bouchard de la Fédération des femmes du Québec. Et cette chronique va s'intituler Réveil, c'est la chronique Réveil féministe, c'est le nom de la chronique. Et cette semaine, Gabrielle, on parle de quoi? Est-ce que tu as déjà entendu, Marjorie, l'expression snowflake? Non, j'ai jamais. Je sais que c'est un flocon de neige, là, mais je connais pas l'expression. J'ai envie de te parler un petit peu de ça aujourd'hui, mais d'une façon différente. Donc, essayer de se réapproprier cette expression-là. Donc, snowflake, c'est une expression qui vient principalement des États-Unis, où est-ce qu'il y a deux versions de la définition. Il y en a une qui dit que chaque personne se croit individuelle comme un flocon de neige, donc a le droit à quelque chose de spécial, a le droit à un traitement spécial. Et c'est habituellement utilisé par les mouvements conservateurs, par la droite, pour nier les discriminations qui sont mentionnées par des personnes marginalisées. L'autre, qui ressemble un petit peu à ça, qui dit t'es pas capable de prendre de commentaires, t'es pas capable de prendre de jokes, donc tu fonds au soleil comme un flocon. Okay. Mais j'ai envie peut-être de parler de d'autres types de snowflakes. OK, parce qu'il y a plusieurs snowflakes qui sont tous uniques aussi. Ouais, je pense qu'il y en a un qu'on parle pas beaucoup, qui est quand même majoritaire. Je ne sais pas si tu as vu dernièrement, il y a un candidat du Bloc qui a dénoncé la discrimination blanche des hommes blancs. Donc, le racisme envers les hommes blancs, est-ce que je comprends bien? Ça. Oui, okay. C'est un candidat qui disait que, avec la discrimination positive, si on veut, ou la possibilité pour les femmes marginalisées, pour les personnes racisées. Comme par exemple dans une offre d'emploi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on privilégie, mettons, les femmes qui voudraient bien appliquer, donc on les favorise. Donc, on sait qu'il y a une discrimination, okay. C'est ça. Donc, on sait qu'il y a une discrimination envers les femmes, on sait qu'il y a une discrimination envers les femmes marginalisées ou envers les personnes racisées et on essaie de pallier à cette discrimination-là en leur donnant, par exemple, à qualité égale ou à compétence égale, on va engager une personne racisée ou encore une femme parce qu'on sait qu'il y a un biais qui est pas volontaire, mais qui est quand même là envers les hommes blancs. Et ce candidat-là, par exemple, disait que c'était de la discrimination envers les hommes blancs et que l'homme blanc serait menacé. Un autre candidat qui était du Parti populaire, populiste, populiste du Canada qui disait, lui, qui parlait des changements climatiques et que les changements climatiques n'existaient pas. Il dit, à vrai dire, que c'était pas causé par l'homme, que, à vrai dire, ce serait bon pour sa région parce que qu'il fasse un petit peu plus chaud. C'est à Saguenay, ça. Ça serait, ça serait super génial pour les fermes puis les arbres, là. Puis il dit, moi, tu sais, je sors dehors tous les jours puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme changement climatique, là. Donc c'était assez intéressant. Mais ce genre de réaction-là vient tout le temps où est-ce qu'on a une position qui est bien acquise, qu'on a une place qui est bien acquise et que c'est pas on se la fait challenger. Donc on se fait dire que cette position-là est pas nécessairement la bonne, que ce qu'on croit qui est vrai est pas nécessairement vrai et ça vient souvent de personnes marginalisées. Puis on le voit par exemple, vous avez parlé tantôt de la loi 21, puis ce qui est intéressant dans tous les discours qu'on entend autour de la loi 21, c'est que c'est rarement les personnes qui sont les premières concernées qui sont écoutées. Donc, dans tous nos débats, on n'a pas entendu beaucoup de femmes qui portent le voile, à vrai dire, puis qui disent, j'ai pas entendu une femme qui porte le voile qui a dit, oui, c'est une bonne affaire pour moi. Donc, on a rarement l'écoute qu'on devrait avoir. C'est la même chose avec la commission Vient qu'on a parlé la dernière fois où est-ce que je suis venu, que le rapport sortait durant la journée, ou est-ce que même dans le rapport,
l'événement qui a causé le rapport est complètement évacué. Donc, on n'a pas parlé spécifiquement des femmes de valeur, on n'a pas parlé spécifiquement des forces policières, on n'a pas parlé de l'opération Radar, on n'a pas parlé d'opérations et d'organismes qui ont eu des impacts et qui ont créé ce rapport-là. Donc, encore là, on évacue les femmes qui sont les premières concernées. Même chose, un rapport de la SPVM qui est sorti dernièrement, où est-ce que on sait que les personnes racisées sont sont la cible de la police, et même que les femmes autochtones sont 11 fois plus susceptibles d'être visées par un contrôle policier. Qu'une femme blanche. Oui, tout à fait. Et lorsqu'on parle de ces choses-là, à toutes les fois, la réaction, c'est un petit peu une réaction de flocon. Donc, on réagit on est outré qu'on puisse remettre en question ce genre de circonstances-là. Mais dans le fond, on regarde comment est-ce que chaque personne qui est outrée, chaque flocon qui fond un petit peu au soleil, a la chance d'être validé un petit peu partout. Puis je veux donner l'exemple, par exemple, d'Éric Zemmour en France. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre parler de ce personnage-là. Donc, c'est un personnage qui fait des discours qui sont très haineux, des discours très islamophobes, et qui dernièrement ont été ont fait un discours dans un parti de droite, et le discours a été repris par une chaîne nationale, où est-ce que pendant 30 minutes, on a repris en direct son discours. Dans ce discours-là, il a mentionné un de nos flocons préférés, Mathieu Bock-Côté, qui lui aussi appelle à la censure tout le temps, alors qu'il y a une plateforme qui l'amène non seulement à avoir un personnage comme Éric Zemmour qui le reprend comme étant une de ses idoles, mais en plus le premier ministre du Québec qui retweet comme de quoi qu'il a lu un de ses livres. Donc, ces gens-là, l'ironie à travers tout ça, c'est que les gens qui disent qu'ils sont censurés ou qui n'ont pas de place ou qui sont menacés avec le grand dérangement ou ce genre de choses-là, c'est tous des gens qui sont repris et qui ont la chance d'avoir d'autres personnes en position de pouvoir qui vont leur amplifier leurs mots. Donc, un petit peu en conclusion, je pense que on regarde le débat, par exemple, actuel des élections. On n'a pas parlé des enjeux des femmes ou très peu. On a parlé d'avortement un petit peu, mais on en a parlé en surface. Donc, on a parlé du fait que doit-on rouvrir le débat, doit-on ou non en parler, amener ça à la Chambre des communes, mais jamais on a parlé du fait que l'avortement n'est pas accessible. N'est pas accessible encore en région, n'est pas accessible... dans certaines provinces. Par exemple, la seule clinique privée. Qui a fermé. Exactement. Au Nouveau-Brunswick, c'est ça? Tout à fait, oui. Et cette clinique-là qui a fermé était la seule qui rendait accessible en dehors des deux ports, des deux hôpitaux dans d'autres provinces, dans la province. Et on ne parle pas non plus du fait que les femmes autochtones sont encore stérilisées, qu'il y a des femmes noires, et j'ai eu la chance de rencontrer dernièrement des femmes noires qui ont été stérilisées sans leur consentement, encore ici au Québec, en 2019. Donc, lorsqu'on parle de ces enjeux-là, on en parle toujours en surface, dans quelque chose qui nous rend confortable, alors au lieu d'aller dans la profondeur qu'on devrait aller dans les débats qu'on a présentement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a eu certains des enjeux que vous avez parlé qui allaient un petit peu plus en profondeur, mais j'espère que dans les derniers jours qui restent avant l'élection, on va avoir la chance d'entendre de plus en plus de candidats qui vont prendre la peine de parler en profondeur des enjeux et sortir des lignes de parti pour aller dans quelque chose qui va nous permettre de bien comprendre les enjeux. Ouais. Donc, par exemple, si on parle d'avortement, on devrait parler de justice reproductrice. On devrait parler d'accès et on devrait être capable de nommer les choses qui ne sont pas encore en place. Oui, c'est ça, pour peut-être, justement, si on est pour améliorer la situation. J'aimerais vous entendre réagir sur la chronique, peu importe l'angle que vous voulez prendre. On n'est plus en mode débat, là. Vous pouvez débattre si ça vous tente, là, mais j'aimerais qu'on soit en mode discussion à partir de ce que Mme Bouchard a dit. Simon-Pierre Baudet, tu lèves la main comme un élève modèle. Alors, prends le micro. De formation professionnelle. Hey, je veux juste dire, là, c'est vraiment pas facile
d'aller en profondeur dans une campagne électorale. Vu les formats qui sont les nôtres, vu la tonne de sujets qu'on a à traiter, c'est vraiment pas facile. Puis là, je veux pas manger le temps de mes collègues, fait que je vais juste rebondir rapidement sur deux choses. Pour ce qui est de l'accès à l'avortement, encore une fois, c'est dur d'aller en profondeur, mais Jack Mead il a fait mention spécifiquement, à Tout le monde en parle, ainsi qu'au débat des chefs, en pointant justement cette clinique qui a été fermée. Quant disons, au traitement qu'on fait des personnes marginalisées. Je veux juste reparler encore une fois de nos politiques de diversité et de parité au NPD, parce que toute l'année, on a eu à gauler des questions sur le fait qu'on n'avait pas de candidats, puis continuellement, on revenait là-dessus. Puis moi, j'ai travaillé fort avec le NPD pour essayer de trouver des candidatures qui étaient représentatives de la population québécoise, canadienne, de manière générale, et je vous garantis que ce n'est pas facile. Okay? Et un collègue, je veux juste dire, un collègue vraiment sans malice, m'a dit, parce qu'il entendait continuellement parler de ces politiques de diversité du NPD, sans malice, m'a dit, ouais, mais ça va vous en prendre aussi des hommes blancs. Puis j'ai dit, ils viennent d'eux-mêmes. Ils ne comprenaient pas ça, ils viennent d'eux-mêmes. En anglais, il y a un beau mot en anglais pour ils se sentent entitled. Ils sentent qu'ils ont le droit, puis qu'ils ont quelque chose à dire, puis qu'ils veulent prendre la place. Puis c'est vraiment difficile de détasser et de dire, excusez, on va vraiment garder la place pour une femme, pour quelqu'un des minorités. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Je n'ai plus de micro, ça fait un super son, mais je pense que les auditrices m'entendent quand même. Je m'entends dans les écouteurs. Dalila? C'est sûr que ce que vous dites, c'est vrai. Puis c'est la première fois que j'entends qu'il y a des femmes noires qui ont été stérilisées sans leur consentement. Je trouve ça aberrant. Surtout qu'on a déjà au Canada 22 800 femmes qui meurent à chaque année. Parce que l'accès n'est pas facile pour avoir un avortement sécuritaire. Qui meurt Oui, qui meurt à chaque année. L'avortement non sécuritaire. Oui, okay. 22 800. Et on parle d'un pays développé, là, mais même au niveau de la politique, comme M. Baudet l'a dit, là, nous, on n'a pas accès, même les partis verts, là, c'est comme... on est marginalisé, comme vous dites. On a essayé d'aller chercher nous-mêmes les médias pour qu'on parle de nos enjeux, pour qu'on parle qu'il y a une urgence climatique, pour qu'on parle que on est en train de tourner dans un cercle vicieux, parce que si on entend parler encore que les subventions dans les énergies fossiles sont encore là, puis ils augmentent, que le fonds vert a été l'argent qui a été alloué au fonds vert a été investi dans les énergies fossiles, que tout simplement que même les systèmes de paye Phoenix est encore là, que ce soit avec conservateurs ou libéraux, que l'arrêt Jordan est encore là. Ça veut dire on est en train de tourner au rond. C'est sûr que vous parlez des enjeux féminins, mais nous, quand on voit l'Allemagne, comment ils se développent, comme ces pays-là, comment ils se développent à cause de grâce à Merkel, on pense que on a besoin un jour ou l'autre de penser et de réfléchir à donner peut-être à avoir une première ministre femme. Parce que les hommes jusqu'à date, ils ont quand même assez détruit la terre. On veut vraiment avoir une vision humaniste, une vision qui pense à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos aînés, avant de prendre une décision. Parce que jusqu'à date, on pense juste à l'intérêt économique, qu'il soit sur les 3 paliers de gouvernement, municipal, provincial et fédéral. Madame Vignola, peut-être voulez-vous réagir à la chronique de Gabriel? Merci beaucoup, Taïla. Je rêve du jour où on n'aura plus besoin des politiques discriminatoire parce que ça va être normal d'engager quelqu'un pour qui il est. Point. Je rêve de ce jour-là, sincèrement. Un des beaux compliments qu'on m'a fait à mon investiture, ça a été de me dire, c'était un homme de la Côte d'Ivoire qui vient me voir puis qui me dit, Julie, j'ai pas l'impression que tu as parlé de couleur. J'ai l'impression de ne pas avoir eu de couleur, que j'étais parmi vous quelqu'un d'égal. Mais je sais pas si tu l'es. Pour moi, c'est ça. Je rêve de ce moment-là où, oui, on va avoir une égalité dans la pensée, puis pas de je vais pas dire un mot en anglais, pas de clash avec ce qu'on voit puis ce qu'on veut.
Je rêve sincèrement de ce jour-là, puis je pense qu'il faut continuer les mesures. Oui, les femmes de rechef ne vont pas forcément en politique. Et si vous saviez le nombre d'appels, de discussions avant que j'embarque, j'ai 4 enfants, là. C'est quelque chose à réfléchir. Et concernant l'avortement, concernant les femmes, j'ai aussi hâte à ce que la femme, son corps soit à elle. Point. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Bugeaud. D'abord, merci parce que vous faites bien d'amener ça, comme vous l'avez fait, en brassant un peu la cage et en disant, écoutez, là, ce serait peut-être temps qu'on mette un peu plus de sollicitude dans notre démarche politique puis qu'on apprenne à mieux ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Moi, l'homme blanc, parce que je suis homme blanc, j'ai manqué de rien. J'ai eu une chance énorme d'être assis ici aujourd'hui. Et jour après jour, j'en vois des gens qui n'ont pas la chance que j'ai, qu'ils soient issus des minorités, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes. Moi, j'ai jamais été élu. Je n'ai jamais été un député. Et j'ai toujours juste été candidat. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. J'aimerais vous répondre. Je n'ai pas la réponse. Par contre, j'accueille le message que vous portez aujourd'hui et moi, chez nous, j'ai été élevé par une mère très, très aimante. J'ai une sœur, j'ai 2 filles à la maison. J'ai des immigrants qui viennent travailler avec moi en campagne et puis à chaque fois, je réalise à quel point on a tous à peu près les mêmes ambitions, les mêmes préoccupations. On veut tous arriver à la fin de la semaine de la même façon. Mais tout le monde vit son combat. Puis nous, comme politiciens, comme vous l'avez dit avec grandeur, on réussit pas à bien déterminer c'est quoi ce combat-là, puis on réussit pas à s'en occuper. Parce qu'on va pas en profondeur, puis on va pas en profondeur parce que, comme M. Baudel disait, une campagne, malheureusement, oui, c'est superficiel par moment. Nous, comme candidats, on est nerveux. On essaye de faire de notre mieux. On veut parler de tout. On veut connaître la position qu'on a à avoir. On veut servir les gens. On veut se faire élire. Je me cacherai pas. Je serai pas gêné de vouloir me faire élire ici aujourd'hui, là. Mais je ne suis que candidat. Et tant que je ne serai que candidat, je vais devoir faire ça. Par contre, comme citoyen, au lendemain d'une élection, élu ou non, je demeure citoyen. Je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle comme homme blanc, comme femme blanche, comme communauté immigrante, de mesurer notre niveau de chance par rapport à celui ou celle à qui on s'adresse, puis d'essayer de partager, d'échanger, puis d'amener ces gens-là à pouvoir profiter de ce que nous, on peut leur partager puis leur faire profiter. Je pense qu'individuellement, on peut faire quelque chose. Maintenant, quoi? Comment? Gabriel Bouchard, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Quoi? Comment? Parlez moins. Écoutez plus. Et lorsqu'on vous donne un message, surtout quand ça vient des populations marginalisées, prenez cette balle-là, telle qu'elle vous est donnée, puis partez avec. Je pense que comme personne en position de pouvoir, puis je le sais que je le suis comme président de la Fédération aussi, c'est le rôle qu'on a à jouer. D'être capable d'écouter les gens qui sont marginalisés, puis de prendre leur balle, d'utiliser notre position de pouvoir pour être capable de porter leurs mots, puis d'améliorer leur vie en étant celles qui vont être capables de porter quelque chose que eux, dans leur position, dans leur combat de tous les jours, peuvent pas nécessairement porter. Dalila, le mot de la fin, il me reste 30 secondes avant la publicité. Je suis la seule qui fait partie des minorités. Alors, je veux avoir ce mot-là. C'est sûr que ça va pas venir tout seul. C'est pas facile. Comment il nous bloque partout, là. On est vraiment... même pour chercher la moindre chance que vous allez l'avoir facilement, nous, on doit se battre peut-être 10 ans là, pour avoir juste cette mini-chance. C'est important de penser comme dans les provinces anglophones, qu'il y ait quelqu'un qui fait partie d'une minorité ou ailleurs, on s'en fout de sa couleur ou de sa religion. L'essentiel, c'est une personne qui peut participer dans la société, qui peut donner son apport. Moi, en 2015, c'est moi qui ai appelé le Parti vert. Je les ai appelés, je les ai ramenés à la ville de Québec. Et maintenant, là, il y a même quelqu'un qui est candidat avec le NPD qui est venu nous voir puis qui a assisté à une rencontre qu'on a fait au restaurant chinois, là. Puis il a écouté tout. Ça veut dire qu'on a, même en tant qu'immigrante, même en tant que minorité, je suis capable de faire avancer les enjeux
qui concerne tous les citoyens, pas juste les miens. Puis il faut dire qu'on a confiance en cette personne-là si elle est capable de faire la différence. Peu importe ma couleur, peu importe mon nom. C'est difficile à dire mon nom de famille. Mais moi, en tant que personne, je veux qu'on me traite à part égale avant tout. Ça fait du sens, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. C'était fort agréable, ce 40 minutes en compagnie des candidats de Beauport, Limoilou. Merci. Je rappelle que cette discussion et ce débat précédent, la discussion avec Gabriel Bouchard, va être disponible sur toutes nos plateformes Facebook, YouTube, en rattrapage aussi sur ckiafm.org. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Il reste quoi, là, 10 jours? Même pas? Oui? Une semaine. 21, là, ouais, une semaine. C'est ça, hein, exactement. Merci beaucoup et bonne action de grâce, hein, parce que là, je vous ai un peu coupé votre congé. On s'en va à publicité puis on revient après. Merci. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. Tout est possible. Voilà le mot d'ordre au Collège Jésus-Marie. Nous offrons la meilleure éducation débordante d'options du préscolaire à la fin du secondaire.